La deuxième réunion de consultation régionale autour du programme indicatif régional a refermé ses portes récemment à Abidjan. La rencontre a permis de valider les secteurs de concentration où sont prévues des actions de développement tant au niveau national que régional. Comme annoncé par les autorités, les urgences du CHU de Cocody sont fermées depuis hier pour des travaux de réfection et de réhabilitation qui vont durer 3 mois. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida était sur les lieux. À l'étranger, l'armée ukrainienne a lancé tôt ce matin une opération militaire sur la ville de Sloviansk pour tenter de rétablir son autorité sur ce bastion de la rébellion armée pro-russe où sont retenus depuis une semaine des observateurs de l'OSCE. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce 23h. Nous ouvrons cette édition avec la deuxième réunion de consultation régionale sur le programme indicatif régional. La rencontre a pris fin récemment. Elle a permis de valider les secteurs de concentration au niveau desquels sont prévues des actions de développement tant au niveau national que régional. Adama Koni. Mutualisation des visions pour une meilleure organisation du programme indicatif régional, PIR, mise en cohérence des programmes indicatifs nationaux, PINS, et du programme indicatif régional, PIR, renforcement des mécanismes de coordination. Voilà ce qui a constitué le menu principal de la deuxième réunion de consultation régionale de la CEDEAO et de l'UEMOA sur le 11e FED, Fonds européen de développement. En fin 2011, pratiquement c'était 5% des 600 millions d'euros qui étaient utilisés et nous avons pu prendre des dispositions et travailler d'arrache-pied pour faire en sorte que l'ensemble de ces fonds soient engagés au 31 décembre 2013. Alors tant et si bien que ce travail nous a permis de doubler ce fonds. Le 11e FED est doté d'une enveloppe globale de plus d'1 milliard d'euros, soit 775 milliards de francs CFA. La part de la Côte d'Ivoire s'élève à 273 millions d'euros, environ 182 milliards de francs CFA. Ce fonds lui permettra d'engager des actions de développement dans divers secteurs de concentration. Au niveau national de la Côte d'Ivoire, on a 3 secteurs de concentration. Le premier a trait donc à la restauration de la paix et à la consolidation de l'État. Le second a trait à l'énergie, au développement de l'énergie. Et le troisième a trait donc à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. Ce programme prévu pour la période 2014-2020 pourrait finalement se tenir sur la période 2015-2020 en raison de diverses contraintes. Le FED est à la fois un instrument de développement et d'intégration sous-régionale. Parlons de la 23e réunion du comité d'orientation. Elle a rassemblé récemment dans la capitale économique ivoirienne les pays de l'UEMOA, de la CEDEAO, ainsi que les partenaires au développement. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de ce conclave. Thème choisi, les politiques optimales d'endettement dans les pays à faible revenu. Le comité d'orientation a salué les contributions des partenaires techniques et financiers. Adama Koni. Lancé officiellement en 2003, Afritac de l'Ouest a décuplé au dire des participants le volume de ses prestations en assistance technique, renforcé son catalogue de formation, étendu son spectre d'intervention à de nouveaux domaines et noué des partenariats actifs avec les organisations régionales. Dans ce programme, les contributions des partenaires techniques et financiers couvrent environ 80% du total des contributions pour le cycle 2009-2014. Pour ce qui concerne spécifiquement la Côte d'Ivoire, de nombreuses réformes ont été instaurées grâce à ce programme. En Côte d'Ivoire, les réformes qui bénéficient de l'appui d'Afritac de l'Ouest sont nombreuses. Par exemple, le système d'analyse de risque en douane, la transposition des directives des finances publiques, la mise en place de cadres de dépenses à moyen terme sectoriels dans les différents ministères, la mise en conformité de la nomenclature budgétaire, la mise en place d'un compte unique du Trésor qui va se faire prochainement. Sur la question de la dette, l'on note que la problématique demeure de trouver le bon équilibre entre la satisfaction des énormes besoins et un endettement public optimal et consensuel. Il faut savoir que le Centre régional d'assistance technique pour l'Afrique de l'Ouest, Afritac de l'Ouest, est une structure d'assistance du Fonds monétaire international, FMI, pour l'Afrique de l'Ouest. 28 acteurs de l'économie africaine ont été distingués dans la nuit de mercredi à jeudi à Abidjan.
Parmi eux, 7 femmes exerçant dans divers domaines productifs en Afrique et dans le monde. Cette distinction s'est faite à la faveur de la 5e édition de la soirée dénommée « Les bâtisseurs de l'économie africaine ». Nous restons avec Adama Koni. 28 acteurs économiques africains primés à cette 5e édition de la soirée gala dénommée « Les bâtisseurs de l'économie africaine ». L'objectif de ce gala de plus de 600 invités est de célébrer les meilleurs talents de l'économie africaine ainsi que des bâtisseurs internationaux dont les réalisations en Afrique sont significatives. Cet événement, en croit les différents orateurs, se veut celui du changement et de l'innovation, car il intervient dans un environnement mondial marqué par le repositionnement stratégique de l'Afrique. Pourquoi on a été choisi dans cette cérémonie pour les bâtisseurs de l'économie en Afrique? C'est parce que nous investissons beaucoup au Burundi et nous avons beaucoup d'employés. Nous sommes à une nouvelle phase de notre économie, donc il faut que les jeunes Ivoiriens se mettent au travail. Et ce travail doit se faire sur la base de l'excellence. Il n'y a pas de hasard, il faut se mettre résolument au travail et puis penser que tout est possible. Avec de la volonté, on peut faire beaucoup de choses. C'est une Afrique qui montre au monde entier que nous avons pris conscience du potentiel et de l'importance de l'Afrique. Nous sommes depuis 7 ans un peu précurseurs des questions de leadership et de transformation sur la bonne gouvernance. C'est pour ça que nous avons été sélectionnés, parce que comme moteur de développement, il faut qu'il y ait des esprits nouveaux. Ces acteurs économiques primés sont des exemples de réussite. Pour les jeunes Africains, ce sont des repères à prendre en compte. À l'instar du Gala des Amériques, du Gala des gens d'affaires au Canada, du Gala Greenworks au Luxembourg et bien d'autres, la soirée Gala des bâtisseurs de l'économie africaine est pour les institutions, comme pour les acteurs économiques, une interface d'échange. Et avant de poursuivre, sachez que dans le cadre de sa nouvelle politique minière, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de mettre fin aux activités clandestines d'exploitation minière sur l'ensemble du territoire national. Il a donc été lancé ce vendredi à Boundiali, dans le nord du pays, le programme national de rationalisation de l'orpaillage. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire vient de signer une convention avec l'Association des régions de France. Ce partenariat devrait permettre une approche régionale de la coopération décentralisée. La coopération concerne notamment des échanges d'expériences dans les domaines de la santé, de l'éducation, la formation professionnelle et le renforcement des capacités. Victorine Yaoyobwe pour le commentaire. Aucune nation ne peut à elle seule se hisser au rang des grands de ce monde, surtout dans un contexte globalisé. Ça se décline dans tous les domaines, l'éducation, l'enseignement supérieur, le transport, l'innovation technologique, la création de richesses. Nous pensons que nous devons pouvoir tirer bénéfice de cela. Il est certes vrai qu'en politique de régionalisation, la Côte d'Ivoire est une nation jeune. Mais cela n'altère en rien la qualité des échanges selon le président de la Commission des affaires internationales de l'ARF. Que nous reconnaissions l'égalité pleine et entière de nos ambitions et que nous fassions en sorte que nos entreprises y trouvent leur intérêt. Que les jeunes générations, nos étudiants, y trouvent leurs intérêts, dans les deux sens. 3 ans renouvelables par tacite reconduction, c'est la durée de la présente convention de coopération signée ce vendredi entre l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire et l'Association des régions de France. Annoncée depuis quelques jours, la fermeture des urgences du CHU de Cocody a finalement pris forme. Ce service vient d'être fermé pour des travaux de réfection et de réhabilitation qui vont s'étendre sur 3 mois. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou-Kofi, s'est rendue sur les lieux. Patricia Omouetia. C'est dans ce bâtiment neuf que la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida effectue une visite guidée. Stratégie pour s'assurer des bonnes conditions de réception des malades. Avec une capacité d'accueil de plus de 80 lits, les urgences de chirurgie du CHU de Trècheville sont fonctionnelles. Ces urgences-là, et comme les autres d'ailleurs, étaient fermées depuis septembre 2012. Donc nous avions déjà commencé la réhabilitation de ces locaux
Et nous avons donc dû travailler extrêmement dur, jour et nuit, pour pouvoir avoir les résultats que vous-même vous avez pu constater. Nous demandons donc à la population ivoirienne de n'avoir aucune inquiétude, de venir et de nous permettre ainsi de pouvoir très rapidement réhabiliter les urgences du CHU de Cocody à l'image de ces urgences-là. Au CHU de Cocody, les services des urgences de chirurgie, médecine et pédiatrie sont presque vides. Encore quelques malades en observation. Les tout derniers avant la fermeture temporaire des urgences groupées pour des travaux de réhabilitation. Tout à l'heure, le directeur de cabinet du ministère était là. Il nous a même trouvé une solution au CHU de Treichville, où des patients seront transférés tout à l'heure. Quand ça sera totalement vide, je pense que les autorités vont se charger de remettre les clés aux techniciens. Raymond Goudou Kofi a poursuivi sa visite aux urgences de médecine du CHU de Treichville, au CHU de Yopougon et à l'hôpital général de Yopougon-Atié. Ces établissements sanitaires sont au nombre des décisions prises par le gouvernement ivoirien dans le cadre de la réorganisation de la prise en charge des urgences de ces structures sanitaires. Le monde entier commémore demain 3 mai la journée internationale de la presse. En Côte d'Ivoire, plusieurs activités sont au programme. Ce vendredi, au deuxième jour des festivités, la célébration a été marquée par la tenue d'une conférence débat autour du thème « Convention collective des journalistes, bilan et perspectives ». Le récit de Herman Yamier. 3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse, une célébration qui a déjà démarré en Côte d'Ivoire depuis le 30 avril avec plusieurs activités. Ce vendredi 2 mai, une conférence débat animée par Guillaume Bateau sur le thème « Convention collective des journalistes, bilan et perspectives ». Objectif, instruire journalistes et professionnels de la communication sur le contenu de la Convention. À cette occasion, le droit à la liberté d'expression a été mis en exergue. Si il est vrai que dans les textes, il y a un certain nombre de libertés accordées aux promoteurs des médias et aux professionnels des médias, la réalité des faits montre que cette liberté est entravée par beaucoup d'obstacles, au plan légal et institutionnel, au plan même de la pratique du métier dans l'entreprise de presse, au plan des conditions de vie et de travail, et au plan de la sécurité générale des professionnels des médias. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que les professionnels des médias puissent exister dans un environnement libre. Cette journée a été aussi marquée par une remise de livres et de documents afférents au métier du journalisme par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. On a présenté des livres aujourd'hui aux journalistes, des livres qui sont publiés aux États-Unis, qui partagent des informations sur le moyen dans lequel le journaliste peut être plus professionnel. La célébration officielle de la Journée mondiale de la liberté de la presse se déroulera ce samedi 3 mai à Abidjan. Au programme de cette journée, la remise des prix du concours des caricatures et une procession qui partira de Fraternité Matin jusqu'à la Maison de la Presse. Le réseau des communicants du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable se sont retrouvés ce matin dans la forêt du Bonko. Il s'agit pour l'organisation de proposer à la tutelle des stratégies de communication efficaces afin de sensibiliser les populations à un cadre de vie sain. Grâce Kando. Communiquer suffisamment sur les différentes actions à mener afin d'obtenir l'adhésion des populations. C'est l'objectif que veut atteindre le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Pour ce faire, un réseau de communicants des structures sous tutelle est mis sur pied. Sa mission, proposer des stratégies au ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable pour mieux sensibiliser, informer et éduquer les populations à un changement de comportement. Mettre un accent particulier sur une bonne communication, une bonne sensibilisation pour que sur le terrain, les populations sentent concrètement les actes que le gouvernement pose pour les amener à vivre dans un cadre de vie agréable, dans un environnement sain et à impliquer le processus de développement durable pour que demain, tout le développement de la Côte d'Ivoire s'inscrive dans ce qu'on appelle un développement éco-citoyen. C'est une bonne initiative du ministère d'unir toutes les structures en un seul bloc, pouvoir travailler pour que les activités du ministère soient connues de tous. Nous sommes partis du constat selon lequel nous ne communiquons pas assez. Il est donc vital que nous nous retrouvions pour dégager les stratégies, pour dégager les voies et moyens. Nous sommes donc à la 4e réunion
Ce réseau des communicants du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable se retrouve chaque mois pour faire le point des activités et jeter les bases des actions futures. La fête du travail a été commémorée hier, jeudi 1er mai, dans le monde et en Côte d'Ivoire. À la faveur de cette célébration, le syndicat des travailleurs du Trésor public de Côte d'Ivoire a fait des propositions. Le SILAT-SI a entre autres évoqué l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres. Doigt de laser. S'unir pour offrir un cadre de vie plus agréable aux travailleurs. Tel est le combat du syndicat libre des agents du Trésor public de Côte d'Ivoire, SILAT-SI, ce 1er mai, journée mondiale du travail. Journée festive, mais aussi un moment idéal pour faire des doléances aux employeurs. Nous souhaitons qu'il n'y ait pas de manque de matériel de travail dans nos trésoreries et nous souhaitons la décentralisation du centre médical du Trésor. Beaucoup d'agents du Trésor sont involontairement en chômage. Certains agents comptables gèrent 2-3 EPN pendant que d'autres se tournent le pouce à la maison. Aujourd'hui, des trésoriers généraux sont à la fois payeurs des régions et même souvent des 2 régions, pendant que des adversaires financiers avec toute la qualification sont à la maison. Il faudrait que les uns et les autres s'asseyent et revoient ce type de situation. Outre ces vœux, le SILAT-SI souhaite également la réhabilitation de toutes les agences du Trésor fermées depuis la crise politique en Côte d'Ivoire en vue de permettre au grand nombre d'agents de reprendre le service. En bref, mais également en images, le SINAPACI, le syndicat national des professionnels de l'action culturelle de Côte d'Ivoire, a échangé récemment avec la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Syndicalistes et députés ont trouvé un compromis suite à la grève entamée le 27 avril dernier par le syndicat. Le SINAPACI revendiquait entre autres l'indemnité de risque et de suggestion et celle relative à la prise en compte des professionnels de l'action culturelle dans les emplois du secteur éducation-formation. Les syndicalistes envisagent de lever leur mot d'ordre de grève lundi prochain à la suite d'une assemblée générale extraordinaire. Rencontre entre le député-maire de San Pedro et les jeunes de cette localité. Nabo Clément a demandé à la jeunesse de la ville de faire bloc autour du président Alassane Ouattara en vue de l'aider à élaborer son programme de développement de la Côte d'Ivoire. Thérèse Tapeyoboué. Le centre culturel municipal de San Pedro a servi de cadre à cette rencontre d'échange entre les jeunes et le député-maire de San Pedro. Bouika Nabo Clément a saisi l'occasion pour inviter la jeunesse à se départir de la politique pour penser à son avenir. Abordant justement la question du chômage des jeunes, Nabo Clément les a rassurés. Leurs préoccupations seront prises en compte. Autre sujet abordé au cours de cette rencontre, le recensement général de la population et de l'habitat en cours dans le pays. Bouika Nabo Clément a appelé également les jeunes à faire bloc autour du président Alassane Ouattara pour l'aider à réaliser son programme de développement de la région de San Pedro et partant de toute la Côte d'Ivoire. C'est parti pour la caravane « Un jeune, un emploi » sur l'ensemble du territoire national. Elle vient d'être lancée par le président de l'APC, l'Alliance pour le changement. Alphonse Soro entend ainsi mobiliser les jeunes autour de ce projet cher au président de la République, qui est de trouver à chaque Ivoirien un emploi. La caravane de l'Alliance pour le changement était dans les régions du Guémon et du Cavali. Abou Sanogo. L'Alliance pour le changement, APC, sonne la mobilisation contre le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Elle vient de lancer une caravane sur l'ensemble du territoire national. Cette caravane s'adresse aux jeunes de tous les bords politiques, d'où le thème « Un jeune, un emploi ». Ainsi, après la Maraoué, Alphonse Soro, le président de l'Alliance pour le changement, était dans les régions du Guémon et du Cavali. À Diokoué, il a invité les jeunes au travail. Il leur a demandé de monter des projets et de prendre la tâche avec le Fonds national de la jeunesse, FNJ. Après Diokoué, la caravane de l'Alliance pour le changement a mis le cap sur la ville de Guiglo, où elle sera reçue par le préfet des régions Konemé Samba. Zagné, localité située à une quarantaine de kilomètres de Guiglo, a accueilli la délégation de l'Alliance pour le changement dans la joie et l'allégresse.
Alphonse Soro a saisi l'occasion pour exhorter la Fédération des associations féminines et les jeunes de cette sous-préfecture à sortir de la pauvreté en déterminant leurs projets. Est-ce que vous savez que depuis 2012, il y a 1 milliard et sur les 1 milliard, les jeunes n'ont pas encore épuisé les 1 milliard. 2 ans après, il n'y a pas 1000 projets. Il faut aller dans le village, il faut aller partout dans la ville pour dire à ces jeunes ensemble, allez voir le Fonds national de la jeunesse. Ils vont donner de l'argent. Ça va financer vos projets. Vous serez autonome. Koulibaly Abdoulaye du Fonds national de la jeunesse a affirmé que le fonds se présente comme solution aux problèmes des jeunes en Côte d'Ivoire. Dès maintenant, nous allons nous constituer en groupement ou même de façon individuelle pour formuler notre demande et puis ensuite avoir ce projet. Ce fonds est là pour nous aider. Très bien. Nous sommes très contents pour cela. Alphonse Soro a également invité la population à prendre part à l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Prochaine étape, Grabo et Taï. Le président de LIDER, Liberté et Démocratie pour la République, a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2015. Mamadou Koulibaly était l'invité de la tribune d'échange du quotidien Le Nouveau Réveil, tribune dénommée Le Fauteuil Blanc. Le président de LIDER a profité de cette plateforme pour évoquer la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Sidonie Davila. 4e invité du Fauteuil Blanc, tribune d'expression du quotidien Le Nouveau Réveil, Mamadou Koulibaly. Pendant ces 90 minutes, l'invité a abordé plusieurs points, notamment le recensement général de la population et de l'habitat, la CEI, la Commission électorale indépendante, les élections à venir et ses relations avec ses anciens camarades du FPI. 2 ans après, j'aime bien parler de l'avenir, des perspectives pour LIDER plutôt que de chaque fois regarder en arrière et puis faire comme si j'avais des regrets. Il faut retenir simplement que je n'ai aucun regret. Aucun regret. Et je suis parti et viré comme je l'ai été. Et je ne m'ennuie pas du tout. Le président de LIDER, Liberté et Démocratie pour la République, estime que sa candidature aux élections de 2015 est certaine, mais il suggère une CEI transparente. Oui, pour 2015, Koulibaly est candidat, que la commission puisse fonctionner sans dépendre de ceux qui lui ont donné mandat, qu'il soit complètement indépendant, qu'on ne les tienne pas par la bourse. Mamadou Koulibaly a insisté sur le rejet des États généraux de la République qu'il ne trouve pas nécessaire. LIDER, on n'en voit pas l'utilité, mais chaque groupe a son concept. Fauteuil Blanc, devenu désormais une tradition, est une tribune d'échange instaurée par le groupe Nouveau Réveil. Pour le président du groupe Denis Casion, c'est un moyen d'apporter une contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Œuvrer pour le rapprochement entre les Ivoiriens, c'est l'objectif des leaders religieux musulmans et chrétiens. Ils ont initié aujourd'hui une rencontre autour du thème « Dialogue interreligieux et cohésion sociale en Côte d'Ivoire ». Ces hommes de Dieu ont saisi cette opportunité pour approfondir leurs réflexions autour de la réconciliation et la cohésion nationale. Laetitia Mangli. La Côte d'Ivoire est en pleine reconstruction depuis la fin de la crise en 2011. Reconstruction des infrastructures, mais également reconstruction du tissu social. C'est d'ailleurs dans cette dynamique que le Conseil national islamique a organisé un colloque sur la thématique du rôle du dialogue interreligieux comme facteur de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez au moment de la crise, mais nous sommes restés ensemble. Et contrairement à ce que les gens disaient, les différentes communautés religieuses, j'allais dire nos guides religieux, il n'y a pas eu de conflit. Et c'est ce qui a été notre chance. Et puisqu'il s'agit justement d'un dialogue entre religions, les leaders de l'Église catholique étaient également représentés à ce colloque. L'Église catholique implique toujours la communauté musulmane dans toutes ses actions. Et tout dernièrement, pour le consistoire au Vatican, et même tout dernièrement encore pour la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II, eh bien, la communauté musulmane de la Côte d'Ivoire était représentée au Vatican. Débuté le jour de la fête du travail, 1er mai, ce colloque sur le rôle du dialogue interreligieux sur la cohésion sociale s'est achevé ce 2 mai à la Kestab.
L'actualité en bref en Afrique à présent avec tout d'abord la visite du secrétaire d'État américain John Kerry au Soudan du Sud pour exiger l'application d'un cessez-le-feu dans le conflit qui dévaste depuis 4 mois le pays menacé par la famine. Le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé à Djouba ce matin en provenance d'Addis Abeba. Le chef de la diplomatie américaine s'est aussitôt entretenu avec le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, qui s'est engagé pour l'ouverture de négociations directes avec le chef de la rébellion, Riek Machar. La rencontre entre les deux hommes porterait sur l'application d'un cessez-le-feu et la formation d'un gouvernement de transition. La force de l'Union européenne en Centrafrique est désormais opérationnelle. Depuis 48 heures, les soldats européens ont commencé à assurer la sécurité de l'aéroport de Bangui, qui accueille un vaste camp de personnes déplacées. Pour le moment, aucune date n'a été fixée pour le déploiement des forces européennes dans les différents quartiers de Bangui. Au fort RCA est actuellement composé d'environ 150 hommes, essentiellement des militaires français issus de Sangaris et de soldats du contingent estonien. Sa dernière apparition en public remonte au mois de mars dernier. L'opposant burundais, Alexis Sinduije, avait pris part à une manifestation de son parti à Bujumbura, qui avait été violemment dispersée par la police. Il avait aussitôt pris la fuite alors que les autorités burundaises lançaient un mandat d'arrêt à son encontre pour organisation de mouvements insurrectionnels. Alexis Sinduije a été interpellé jeudi matin à l'aéroport de Bruxelles alors qu'il arrivait de N'Djamena à destination de Paris. Bujumbura a officiellement demandé son extradition. L'armée ukrainienne a lancé tôt ce matin une opération militaire sur la ville de Sloviansk pour tenter de rétablir son autorité sur ce bastion de la rébellion armée pro-russe où sont retenus depuis une semaine des observateurs de l'OSCE. 2 militaires ukrainiens ont été tués et 2 hélicoptères ont été abattus avec des lance-roquettes portables lors de l'opération, selon le ministère ukrainien de la Défense, qui voit la main de groupes de sabotage professionnels et de militaires ou mercenaires étrangers. Suivez ce reportage. L'armée ukrainienne a lancé une offensive d'envergure vendredi à l'aube pour reprendre la ville de Slaviansk, bastion des séparatistes pro-russes. Les forces spéciales auraient repris 9 points de contrôle autour de la ville, mais 2 hélicoptères ont été abattus, touchés par des missiles solaires portables. Les 2 pilotes sont morts dans cette attaque. Une information confirmée par le ministre ukrainien de la Défense qui voit dans cette action le savoir-faire de militaires étrangers. Un hélicoptère a été abattu alors qu'il survolait la ville. Une première roquette l'a raté, mais la deuxième l'a touché. L'hélicoptère a continué à voler avant de tomber. Un copilote d'hélicoptère blessé est même tombé dans les mains des forces rebelles qui ont commencé à ériger des barricades sur les principales artères de la ville. Nous défendons notre ville pour que ces provocateurs sanguinaires n'y entrent pas. La veille, les militants pro-russes avaient pris de force le tribunal de la ville de Donetsk, dernier bâtiment encore aux mains des partisans de Kiev. Une action extrêmement violente qui a sonné le départ de la contre-offensive de l'armée ukrainienne. Une contre-offensive qui pour le moment piétine aux portes de Slaviansk. Une colonne de blindés a même été bloquée par la population à quelques kilomètres de la ville. Les principaux postes d'aiguillage et voies ferrées sont également aux mains des insurgés, empêchant l'arrivée de renforts de l'armée ukrainienne. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI1.